comment... Qu'est-ce qui fait qu'un jeune sportif de très haut niveau pourra s'affirmer dans les milieux du sport professionnel ou pas, et qu'un étudiant qui démarre son parcours universitaire arrivera au bout et obtiendra un diplôme? Quel est le rôle du talent et celui de la persévérance dans l'atteinte des objectifs que l'on se fixe? De plus en plus de recherches montrent l'importance de rester motivé et persévérer afin d'atteindre le succès, plus que le talent et la facilité naturelle. Envie de savoir comment renforcer votre niaque? L'art de la niaque de Angela Duckworth. Au long de sa carrière de chercheuse, Angela Duckworth s'est beaucoup intéressée à ce qui caractérise les personnes qui réussissent dans leur domaine, dans les études universitaires, dans les sports professionnels, dans la musique ou dans les académies militaires. Dans tous ces domaines, ce ne sont pas forcément les individus les plus prometteurs au départ, ceux avec les meilleures notes, les meilleures facilités ou capacités, qui arrivent au succès à terme. Ce que l'on appelle communément les talents n'est pas aussi discriminant pour la réussite que ce que l'on pense habituellement. D'après ces études, confirmées par beaucoup d'autres recherches scientifiques, il n'y a qu'une variable vraiment corrélée avec le succès. Il s'agit de la niaque, une combinaison de motivation et de persévérance. Comme beaucoup d'autres qualités humaines, la niaque n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle se cultive et se fortifie. Dans son livre « L'art de la niaque », Angela Duckworth présente les recherches de plusieurs scientifiques sur le sujet et explique comment il est possible de développer sa persévérance. Qu'est-ce qui caractérise les personnes qui ont la niaque? Tout d'abord, elles persistent après un échec. Elles s'accrochent quoi qu'il arrive. Elles incarnent les dictons « tomber 7 fois, c'est relever 8 ». Ensuite, elles cherchent à s'améliorer constamment. Elles ne sont jamais complètement satisfaites de leurs prestations et cherchent toujours comment elles peuvent faire encore mieux. De manière contre-intuitive, c'est cette éternelle insatisfaction qui leur fait ressentir de la satisfaction. Et pour finir, elles font preuve d'une détermination remarquable. Elles savent ce qu'elles veulent et ne perdent pas de vue leur objectif. Même quand elles traversent des moments compliqués, même quand elles sont démotivées, elles n'envisagent pas de baisser les bras. Si c'est le talent qui permet d'atteindre la réussite, cela implique qu'il existerait un chemin direct entre les talents et la réussite. Éventuellement, il faut juste espérer de trouver les bons environnements pour permettre au talent de s'exprimer pleinement. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Le succès est inévitable pour ceux qui ont du talent et impossible pour ceux qui n'en ont pas. Mais que ce soit dans les sports, dans la musique, même dans le monde professionnel, il y a beaucoup de gens talentueux qui n'obtiennent pas des résultats à la hauteur de leur potentiel. Si on regarde de près les résultats des personnes à succès dans n'importe quel domaine, on s'aperçoit que l'effort joue un rôle fondamental. Non seulement il compte, mais il compte double. Tout d'abord, tant que l'on n'a pas pratiqué suffisamment ses facilités naturelles dans un domaine, les talents ne restent qu'une capacité potentielle, pas encore acquise. Ce sont donc vos prédispositions, fois vos efforts, qui vous permettent de développer une compétence. Et l'acquisition d'une compétence n'est que le point de départ. C'est toujours à travers une pratique constante et régulière que vous pouvez utiliser vos compétences pour avancer vers vos objectifs, jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce sont donc vos compétences fois vos efforts qui vous permettent d'atteindre la réussite. Ce qui compte, ce n'est pas tellement l'intensité de l'effort à un moment donné, mais plutôt la capacité de maintenir l'effort dans la durée. Ce n'est pas grâce à un sprint, mais en restant dans la course jour après jour que l'on franchit la ligne d'arrivée. Voilà 4 caractéristiques psychologiques des gens les plus pugnaces. Ils trouvent un intérêt dans ce qu'ils réalisent. Ils prouvent du plaisir et trouvent un sens à leur activité. Ils ont la volonté de progresser quotidiennement. Leur envie de s'améliorer les pousse à créer la discipline qui leur permet de pratiquer chaque jour. Ils ont les sentiments de réaliser quelque chose d'utile. Leur occupation n'est pas qu'un plaisir personnel. Elle contribue aussi au bien-être des autres. Pour terminer, ils ont la conviction qu'ils sauront se montrer à la hauteur des circonstances. Cela leur permet de traverser les moments de difficulté ou de doutes sans tout laisser tomber. Nous allons les analyser un peu plus en profondeur une par une. L'intérêt. Cette capacité à persévérer dans la durée n'est pas une compétence innée, mais bien une capacité que l'on développe. On dit souvent que pour que cela soit possible, il faut faire ce que l'on aime, c'est dédier à sa passion. Et comment fait-on si on ne connaît pas sa passion? On fait souvent l'erreur de penser que cela arrive d'un coup, une illumination soudaine. On se demande quoi faire dans sa vie, et puis d'un coup, tout s'éclaircit et nous découvrons notre passion, notre mission. Mais cela, ce ne passe pas comme ça.
Il faut tout d'abord cultiver et entretenir plusieurs centres d'intérêt, parfois pendant quelques années, avant que l'intérêt se transforme dans quelque chose de plus profond. Si vous ne connaissez pas encore votre passion, commencez par la découvrir. Vous pouvez vous aider en vous posant quelques questions. À quoi vous aimez réfléchir? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment aimez-vous passer votre temps? Mais ne restez pas bloqué à ce stade de réflexion trop longtemps. On ne découvre pas un potentiel centre d'intérêt juste en réfléchissant. Il faut forcément se lancer, essayer, expérimenter. Il faut s'attendre à des tâtonnements, des fausses pistes et même du temps perdu, puisqu'il est impossible de savoir à l'avance quelles activités vont capturer notre intérêt sur la durée. Il ne vous reste donc qu'à essayer des choses qui vous attirent, leur dédier du temps et de l'énergie sans avoir trop d'attentes au départ. Commencez et puis vous verrez bien où cela vous amène. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui passionnées par leur métier ne savaient pas à quoi elles voulaient dédier leur vie au départ. Elles ont eu besoin d'un certain temps pour se décider. D'après les mots de l'autrice, une passion résulte de la découverte d'un centre d'intérêt qu'on alimente puis approfondit peu à peu. Dans les premières phases, les réactions de votre entourage peuvent avoir beaucoup d'influence. S'ils sont enthousiastes et vous vous sentez encouragé, vous serez plus motivé pour continuer. Faites donc attention à votre entourage dans cette première phase d'exploration. Un centre d'intérêt n'est pas très précis ou solide. Il faut les cultiver pendant quelques temps, parfois des années, avant de se rendre compte qu'il s'agit de la passion à laquelle on souhaite s'impliquer pendant le reste de notre vie. Dans cette première phase, la seule raison pour laquelle nous persévérons, c'est juste le plaisir que nous ressentons grâce à cette activité. C'est l'étape de la découverte et du développement. Pas grave du tout si vous n'êtes pas sûr si un intérêt est votre vraie passion. Faites des hypothèses, commencez par ce qui vous semble une orientation prometteuse et avancez. Vous aurez ensuite tout le temps nécessaire pour ajuster et adapter les choses le long du chemin. La pratique approfondie. Un deuxième aspect essentiel pour arriver à ces objectifs consiste à pratiquer régulièrement. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent un instrument ou un sport, ou même leur propre activité professionnelle depuis plusieurs années, sans pour autant progresser. Leur performance reste médiocre. Comment l'expliquer? Dans le livre Les codes du talent, Daniel Coyle explique que pour qu'une pratique permette en effet d'avancer, elle doit répondre à certaines caractéristiques. C'est ce qu'il appelle la pratique approfondie. Cette pratique est caractérisée par des objectifs précis. Elle doit être très ciblée. Elle doit viser à corriger des erreurs précises ou à développer des compétences très spécifiques. Ensuite, elle doit demander un état de concentration très profonde. Elle doit constamment nous pousser aux limites de nos capacités. Cela implique également qu'il n'y a qu'une durée maximale par jour pendant laquelle nous pouvons pratiquer de manière approfondie, entre 3 et 5 heures. Et elle demande aussi d'avancer très lentement, aussi lentement que possible. Cela peut être très frustrant et demande une grande discipline pour soutenir une pratique aussi exigeante, de manière quotidienne pendant plusieurs années. La contribution pour les autres. En plus du plaisir personnel à réaliser une certaine activité, une grande source de motivation est le fait de ressentir que les résultats de son propre travail apportent de la valeur et de l'utilité à d'autres personnes. Sentir que l'on contribue à transformer le monde dans un endroit meilleur, cultiver un esprit de service aux autres, permet d'accéder à un surplus de motivation et d'énergie dans les moments les plus difficiles. Ces sentiments d'utilité a finalement peu à voir avec l'activité spécifique que nous réalisons. Beaucoup demandent la manière dont nous l'envisageons. Vous n'avez pas besoin de changer complètement de secteur d'activité pour être utile aux autres. Vous pouvez déjà chercher dans ce que vous faites actuellement ce qui vous permet de contribuer positivement dans le monde et rester focalisé sur cet aspect pendant que vous travaillez, plutôt que sur vos obligations et vos contraintes. La conviction de réussir. Ce qui mène au découragement et à la tentation de laisser tomber quelque chose que l'on a entrepris, ce n'est pas tellement le fait de rencontrer des difficultés sur le chemin, mais plutôt les doutes que nous pouvons ressentir de ne pas être à la hauteur de la situation. La conviction qu'il est possible d'arriver à ces objectifs, peu importe les imprévus sur le chemin, est une caractéristique commune des personnes à succès. C'est ce que l'on peut qualifier d'optimisme acquis. Les optimistes et les pessimistes ont des expériences de vie similaires, mais quand les pessimistes ont les sentiments de se confronter à des situations immuables contre lesquelles ils ne peuvent rien, les optimistes gardent la conviction qu'ils seront capables de trouver la bonne approche pour résoudre ces difficultés.
Ce n'est pas tant la chance ou les événements auxquels nous sommes confrontés qui vont faire la différence, mais bien l'attitude que nous décidons d'avoir vis-à-vis d'eux. Plus on continue à chercher la manière d'atteindre ces objectifs, plus nous augmentons les chances de la trouver. Si par contre on croit que cela est impossible, nous allons renoncer et nous pouvons être sûrs de ne jamais la trouver. Comment, en tant que parents, enseignants ou managers, nous pouvons créer un environnement propice pour que les personnes dont nous sommes responsables puissent développer la NIAC? On peut reconnaître 4 approches possibles d'éducation. D'abord, sur les niveaux d'exigence quant aux résultats attendus. Peu d'exigence ou beaucoup d'exigence. L'autre axe se développe autour du soutien émotionnel fourni à ses enfants, ses élèves ou ses collaborateurs. Un soutien élevé ou de l'indifférence. On fait parfois l'erreur de considérer les niveaux d'exigence et les soutiens émotionnels comme incompatibles. Mais en réalité, il s'agit de 2 approches indépendantes. On peut très bien montrer de l'indifférence tout en ayant très peu d'exigence. On se trouve dans ce cas dans une éducation négligente. Ou alors, nous pouvons montrer de l'indifférence émotive tout en ayant un niveau élevé d'exigence. On aura dans ce cas une éducation autoritaire. Troisième possibilité, c'est d'avoir un soutien émotif important, mais sans des exigences fortes. Il s'agit dans ce cas d'une éducation permissive. Et pour finir, il est tout à fait possible d'avoir un soutien émotif élevé et un niveau d'exigence élevé. C'est l'éducation avisée. Et c'est avec cette posture que l'on peut créer les meilleures conditions pour que la NIAC se développe. Si cette approche fonctionne avec les personnes dont nous sommes responsables, il fonctionne tout aussi bien pour nous-mêmes. Nous pouvons aussi avoir un niveau d'exigence élevé avec nous-mêmes tout en nous offrant un bon niveau de soutien émotif. D'après les analyses de Angela Duckworth, pour des élèves, les meilleurs moyens de créer un environnement propice à la NIAC est d'inscrire ses enfants à une activité sportive ou culturelle extrascolaire. Le contenu précis de cette activité n'est pas très important en soi. Ce qui compte, c'est que l'activité soit réalisée au moins 2 années de suite, afin d'en-tirer tous les bénéfices possibles. Voilà, vous connaissez maintenant l'importance de développer la NIAC afin de pouvoir atteindre le succès dans la vie, ce qui veut dire principalement de vous rapprocher constamment du but ultime que vous vous êtes fixé. Vous avez aussi découvert quelques conseils sur comment approcher vos activités et sur comment créer un bon environnement pour qu'il soit plus simple de développer les mix de motivation et de